Cameroun, écoutez. Encore, voilà. Voilà. Des habitants, des Camerounais eux-mêmes, demandent aux militaires de tirer sur un jeune en fuite, sûrement un vandale. Les mêmes spectateurs restent figés, immobiles et filment la scène tandis que l'armée pourchasse cet homme, mais sans s'en prendre à la foule d'en face. À Douala, capitale économique du Cameroun, la situation s'est nettement apaisée, surtout après la forte pluie tombée aujourd'hui. Depuis hier, les forces de l'ordre ont durement dispersé et arrêté de nombreux manifestants impliqués dans des actes de vandalisme, de désordre et de pillage. L'armée a protégé les institutions à Bonanjo et a veillé à la sécurité de ceux qui manifestaient pacifiquement pour exiger le départ du président Biya. C'est d'ailleurs pour cette raison que, sur certaines vidéos, on la voit cette armée marcher aux côtés du peuple, tandis que sur d'autres plus violentes où on ne veut pas voir de mobilisation, elle se montre plus ferme, tirant ou se repliant lorsque la foule devient incontrôlable. Chaque soir désormais, des jeunes du quartier s'organisent pour assurer l'autodéfense. Ils bloquent les ruelles, surveillent les accès et empêchent les inconnus de se faufiler pour venir semer le désordre. Ceux qui veulent simplement aller au travail ou vaquer à leurs occupations sont laissés tranquilles. Mais ceux qui se déplacent en groupe, en nombre, qui fuient la police ou tentent de se cacher après avoir vandalisé les boutiques sont immédiatement interceptés. Et s'ils se retrouvent sur une voie dégagée, la police n'hésite pas à les arrêter. La vérité, c'est qu'au milieu de ce chaos, il existe des Camerounais qui refusent de cautionner la manifestation par le désordre et le pillage. Ils s'opposent fermement à ceux qui profitent des manifestations pour commettre des vols, détruire et salir le sens même de leur lutte. Mali, donc, l'ambassade des États-Unis à Bamako a lancé un appel urgent à ses ressortissants, les exhortant à quitter le Mali immédiatement par vols commerciaux. Curieusement, dès août 2025, soit un mois avant le blocus imposé par les groupes armés et les attaques ciblées contre les camions-citernes, Washington manifestait encore son intérêt pour des accords commerciaux avec le Mali. Les Américains proposaient alors un appui militaire, renseignement, équipement, voire frappe de décapitation contre les groupes armés et les chefs terreau en échange d'un accès privilégié et total aux ressources minières maliennes faisant de l'ombre aux puissances rivales. Rappelons que le Mali est le troisième producteur africain d'or et dispose également de lithium et d'uranium, deux ressources essentielles pour la transition énergétique et les batteries américaines. Ainsi, d'un côté, Donald Trump poussait pour des partenariats économiques et sécuritaires disposant d'un service de renseignement compétent qui surveille les activités des groupes terreau, suit leurs mouvements et comprend leur mode opératoire ou d'organisation. Et de l'autre, l'ambassade américaine vidait ses bureaux et appelait ses citoyens à fuir le pays après un bras de fer diplomatique autour de la caution des visas et possiblement de ces mêmes accords commerciaux. Mais si les Américains ont la capacité d'éliminer les chefs terreau au Mali, comme ils l'ont affirmé, cela signifie qu'ils connaissent leur position et peuvent anticiper leurs attaques. Mais dans tout cela, il y a toujours une part de manipulation quelque part, une part de contrôle d'America First. En tout cas, cela illustre parfaitement une politique américaine à deux vitesses. L'Égypte, première puissance militaire d'Afrique, s'engage à soutenir les trois pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, dans leur combat commun contre les terreau. Le Caire continuera à leur fournir tout type d'aide, a fait savoir le ministre égyptien des Affaires étrangères. L'Égypte est également prête à toutes sortes de coopérations, y compris militaires, avec le Burkina et l'AES. Avouons que l'Égypte sent que l'ordre mondial bouge, que l'Afrique de l'Ouest est en train de s'émanciper de l'axe Paris-Washington et elle veut en être un acteur principal. L'AES, avec ses choix stratégiques affirmés, retrait des bases françaises, alliance militaire avec la Russie, partenaire clé de l'Égypte, est devenu un symbole d'un panafricanisme de rupture. Et l'Égypte, qui a toujours joué à l'équilibriste entre les puissances, voilà une carte à jouer pour redorer son blason continental. Mais ce rapprochement cache surtout une dynamique bien plus large, celle de l'axe Égypte, Libye, Moscou, AES. Depuis plusieurs années, la Russie tisse sa toile sur le continent, capitalisant sur le rejet croissant de l'impérialisme occidental. L'Égypte, partenaire militaire historique de la Russie, joue donc un rôle de relais stratégique. L'Égypte pourrait aussi servir de pont logistique. Tout peut transiter par cette voie nord-africaine. Et ce n'est pas un hasard si cette visite se fait au moment où l'Occident panique face à la montée française ne peut qu'intervenir en Afrique. Elle ne peut pas affronter la Russie.
En outre, évidemment, l'armée française aujourd'hui correspond à la mission qui lui avait été confiée. Cette mission était de pouvoir projeter 15 000 hommes à quelques milliers de kilomètres pour des guerres de basse intensité. Aujourd'hui, et ça nous savons bien le faire, très bien, mais aujourd'hui la situation est différente, nous sommes face à une menace majeure, à une menace vitale, et nous serions incapables de conduire sur la durée, même durée courte, une guerre de haute intensité qui... Sommes-nous capables, surtout, de résister en cas de conflit de haute intensité sur le sol européen dans les 3 à 4 années qui viennent? À toutes ces questions, nous répondrons oui. Attention, quand le général dit que l'armée française sait projeter 15 000 hommes à quelques milliers de kilomètres, il parle en réalité de l'Afrique, pas de l'Europe de l'Est, ni de la défense du territoire métropolitain. C'est un modèle d'armée coloniale modernisée, une force d'occupation, pas une armée de défense nationale. Le message caché est « Nous savons intervenir dans des pays faibles, sous-équipés pour des conflits asymétriques, mais face à un adversaire de même niveau ou supérieur, on ne fait pas le poids. » Appelons un chat un chat. Guerre de basse intensité, c'est le code militaire pour des opérations colonisées déguisées. Du Mali à la Côte d'Ivoire en passant par le Tchad ou la Centrafrique, ces opérations visent à maintenir des régimes amis de Paris, sécuriser les routes de l'uranium, du pétrole ou du cacao et empêcher l'émergence de puissances africaines souveraines. Voilà la vraie mission de l'armée française depuis des décennies. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Ils n'ont pas d'usine de munitions à grande échelle, plus de stock pour durer une guerre, et maintenant qu'un conflit de haute intensité pointe à l'horizon, par exemple Ukraine, Baltique, Indo-Pacifique, ils paniquent. On comprend alors que la France ne peut pas soutenir une guerre sérieuse face à une puissance comme la Russie. Le général dit vrai, la France n'est pas prête à affronter une guerre de haute intensité. Mais il évite de dire pourquoi. Parce que l'élite politique a vendu la souveraineté militaire française à l'OTAN, aux États-Unis, aux intérêts transatlantiques, tout en investissant massivement dans des interventions coloniales sous couvert humanitaire.